Bien, messieurs, dames, soyez les bienvenus. Donc, dans l'auditorium du Musée d'Histoire, on est ravis d'accueillir une nouvelle fois, puisqu'en 2016, il y avait eu, à l'occasion de la parution de cet ouvrage aux éditions Parenthèses, une très belle programmation transversale, collégiale, collective, interdisciplinaire, enfin roncaillolesque, donc, si je comprends bien. Et du coup, on est très heureux, à nouveau en liaison avec une actualité éditoriale du côté de Parenthèses, de nous associer aux débats qui ont lieu dans la Cité cet après-midi à la Charité. Et puis donc maintenant au Musée d'Histoire de Marseille. Jérôme Mortier va vous donner un peu plus le déroulé que je n'ai pas complètement en tête. Mais en tout cas, moi en tant que directeur de ce musée, je suis évidemment ravi qu'on puisse s'associer à la diffusion et à l'appréhension de la pensée complexe de Roncaillolo, à la fois généreuse et complexe. Et je pense que ce musée, installé dans ce centre commercial, en dit déjà assez long sur ce qu'on est capable de faire à Marseille. Donc, je trouve que c'est très pertinent d'avoir dans cet auditorium une place régulière pour la pensée et la communauté qui s'agrège autour de Roncaillolo. J'étais très impressionné cet après-midi d'entendre ses amis, ses élèves, ses disciples, ses médiateurs et diffuseurs. C'était effectivement très impressionnant de vous entendre. Et du coup, nous sommes ravis de pouvoir déjà enregistrer cette séance ici même par une vidéoconférence qui sera diffusée ensuite et accessible à tout un chacun dans les prochains jours. Et puis on espère que l'aventure autour de la diffusion peut-être vers un public un peu moins connaisseur de la pensée de Roncaillolo pourrait avoir lieu, et le musée d'histoire de toute façon s'associerait à des projets qui peuvent trouver des formats originaux, disons. Mais en tout cas, c'est évidemment dans un musée tel que celui-ci, qui est un musée de ville, qui appartient à un réseau de musées de ville. Nous ne sommes pas si nombreux que cela en France, hein, vous le savez. Il n'y a pas tant de musées dont l'objet de monstration est la ville. Et nous avons formé, nous aussi, une sorte de secte, hein, comme vous, pour réfléchir à ce qu'est un musée de ville et en quoi et comment une ville peut rentrer dans quelques vitrines d'un musée. Donc je serais ravi qu'on puisse, entre muséologues et universitaires, réfléchir ensemble à la façon dont nous pourrions peut-être largement diffuser la pensée de Marseille Roncaillolo. En tout cas, soyez les bienvenus. Nous sommes très, très honorés d'avoir tous ces experts ce soir parmi nous. Et Jérôme va vous en dire un petit peu plus sur l'organisation de cette table ronde. Merci. Juste deux mots pour préciser qu'en effet, elle s'inscrit dans une journée, en fait une journée hommage consacrée à Marcel Roncaillolo, puisque cette journée a commencé ce matin dans le cadre d'une balade urbaine qui a permis de développer justement la pensée de Marcel Roncaillolo de façon très concrète et liée à sa ville natale, avec Sophie Bertrand de Balanda, qui avait en effet en 2016 donc coécrit l'ouvrage le géographe singulier, donc Marcel géographe dans sa ville. Sophie Bertrand de Balanda et Marcel Roncaillolo avaient donc rédigé ce livre ensemble, et on avait décliné, en effet, comme tu le disais Fabrice, toute une série d'événements avec énormément de contributeurs. Voilà, donc balade urbaine ce matin. Malheureusement, alors il y en a une autre samedi prochain, mais j'ai le regret de vous dire, alors bon, il y aura peut-être quelques petites places pour les retardataires, mais a priori elle est complète. Et donc cet après-midi, donc il y a eu déjà eu une rencontre autour de la pensée de Roncaillolo et le contexte d'interdisciplinarité notamment. Voilà, qui s'est fait donc grâce aussi à l'École des hautes études en sciences sociales, puisque cette journée hommage a été conçue avec beaucoup de contributeurs. Donc l'Institut d'urbanisme de Paris est donc École d'urbanisme de Paris. Donc Laurent Coudroy de Lille est maître de conférence au sein de cette école et donc va être modérateur notamment autour de la rencontre de ce soir. Mais il y a aussi l'association Images de Ville. Vous allez voir un montage notamment d'images, d'interviews de Marcel Roncaillolo qui ont été réalisées autour de 2013, peu de temps après Capitale européenne de la culture, pour justement avoir concrètement et par ces mots la pensée
de Marcel Roncaillolo. Donc Images de ville, grâce à eux, nous avons ce montage qu'on vous propose ce soir. La Maison d'architecture et de la ville PACA aussi, qui est copartenaire. Les éditions Parenthèses, qui ont publié le nouvel ouvrage, et c'est donc quand même dans ce cadre-là, il faut le dire avant tout, que nous proposons cette série d'événements. Un nouvel ouvrage donc, que je vous invite d'ailleurs à consulter. Patrick Bardou des éditions Parenthèses est ici. Et il a d'ailleurs un certain nombre de livres sous le coude si vous êtes intéressé. Et puis donc, qui je peux oublier, l'Institut bien sûr méditerranéen de la ville et des territoires. René Boruet a participé ce matin et à la balade urbaine et sera là également samedi prochain. Il est intervenu dans le cadre donc de la conférence et plutôt de la table ronde de cet après-midi. Voilà, je crois que j'ai l'École des hautes études des sciences sociales. J'espère n'avoir oublié personne. Oui, je l'ai dit, Maison d'architecture et de la ville PACA. Voilà, je cède la parole à Laurent Coudroy de Lille, qui va pouvoir donc aborder la conférence de ce soir, la table ronde. Oui, merci beaucoup de cette présentation. Vous avez à peu près tout dit, mais simplement, on va voir ces extraits et on va garder le principe de la table ronde avec plusieurs intervenants qui viendront après ce premier visionnage, réagir en expliquant aussi quel est leur point de vue et finalement en poursuivant ou prolongeant ou peut-être critiquant, qui sait, le propos de Marcel Roncaillolo que nous allons voir et pas seulement entendre. Et on va faire ça en deux moments. Voilà. Alors, on a choisi le thème du laboratoire urbain marseillais, c'est-à-dire qu'on est dans le cadre de ces Mardis de l'Histoire et dans un musée dédié à cette ville. Évidemment, Marcel est l'homme de Marseille, et on devait un peu réfléchir de cette façon-là à ce que suppose pour la recherche, la connaissance urbaine, le fait d'avoir à ce point choisi cette ville et ce laboratoire. C'est une métaphore qu'il a souvent utilisée et que nous utilisons quelquefois pour désigner nos terrains de travail, de recherche, d'enquête. Voilà. Ça peut être une accroche de notre discussion, mais le paradoxe, c'est que ce livre, qui en effet est un peu le prétexte à cette rencontre, et je salue le très beau travail des éditions Parenthèses. Ne vous contentez pas de le consulter, vous pouvez l'acquérir tout à l'heure. En fait, ce projet, cet ouvrage collectif, dont je ne suis que l'un des coordonnateurs, émane quand même d'un groupe plutôt parisien. C'est quelque chose qu'on a assez peu évoqué tout à l'heure, c'est que Marcel Roncaillolo a fait quand même sa carrière dans la capitale et non pas à Marseille. Et ça nous dit ce qu'était justement cette ville laboratoire, avec y compris la mise à distance pour un souci, comme on dit quelquefois, d'objectivation d'un laboratoire qui était aussi totalement lié à sa vie, à son histoire personnelle, à sa famille, etc. Donc un des thèmes que l'on a développé ce matin et cet après-midi. Et pour creuser un petit peu l'ensemble du programme de cette journée, on revient maintenant sur ce rapport très fort qu'on peut avoir avec une ville qu'on étudie durablement et qu'on pratique en même temps. Et cette ville, c'est pas n'importe laquelle, c'est Marseille. Voilà ce que je voulais simplement mentionner. Ajouter aussi que demain, René Boruet est là, à l'Institut Méditerranée, Ville et Territoire,
auditoire, il y a une autre présentation du livre qui est faite à 16h. Donc ça peut vous intéresser de venir, si vous n'en avez pas déjà trop entendu. C'est à 16h. C'est un bâtiment nouveau qui vient d'ouvrir à côté de la Porte d'Aix. Et donc c'est l'occasion aussi de visiter sa splendide bibliothèque qui réunit à la fois l'architecture, le paysage et l'urbanisme, 3 thématiques qui sont totalement inscrites dans la trajectoire intellectuelle de Marcel Roncaillolo. Voilà, donc place à ces petits extraits, puis ensuite nous poursuivrons l'échange avec vous. Et voilà. Je voulais vous demander pourquoi vous pensez qu'il est important de revenir ici, devant le Vieux-Port, aujourd'hui, dans cette ville qu'on transforme et où beaucoup de parties de son paysage sont en projet. On est à proximité, vraisemblablement, de ce qui était, on le disait, de la place de l'Anche, de ce qui était l'Agora en hauteur de la vieille ville. Ce n'est pas confirmé, je n'ai pas lu de travaux récents, donc il se peut que cette interprétation soit périmée. Mais pour certains, l'Agora, la place principale de la ville, c'était en gros dans la situation de la place de l'Anche, qui est d'ailleurs une situation par rapport à ceci aussi assez belle. On la voit moins, c'est moins dégagé, mais c'est un peu la même situation que nous avons ici, mais ici nous sommes à la pointe de l'Éperon. La France donne sur la Méditerranée, est une puissance méditerranéenne dans laquelle elle est engagée pas seulement par des rapports commerciaux. Ça s'inscrit non pas dans une histoire dont le centre serait Marseille, mais dont Marseille serait une zone intégrée dans une politique française qui change et qui prend une autre forme. Il y a eu une grande période finalement où Marseille, malgré tout, a été intégrée, j'allais dire, dans l'économie française, mais plus comme un port, comme une ouverture, comme la possibilité justement d'un port franc, d'échanges variés, enfin, etc. C'est justement la période de Louis XIV. Et alors on dit souvent que ce sont les décisions de Colbert qui ont favorisé le port de Marseille, mais semble-t-il, cette politique de Colbert à l'égard du Levant a été justifiée, j'allais dire, par les pratiques qui existaient déjà, celles des commerçants marseillais. C'est-à-dire, c'est la pratique des commerçants marseillais qui a été intégrée, disons, dans une politique économique de l'ensemble français, telle qu'on pouvait la définir évidemment à l'époque de Colbert. Oui, d'accord. On aurait tort de penser que parce que la France a besoin de Marseille, la France a tout fait pour Marseille. Non, Marseille génère beaucoup de dynamique. Oui, mais en même temps, Marseille alors n'a de place, et une place justement qui lui est assez contestée aujourd'hui, que parce qu'elle est un élément de liaison entre le continent, enfin le bout du continent, et d'autre part européen, et d'autre part l'Orient. Et d'ailleurs, ce qui a fait la grandeur de Marseille, c'est beaucoup plus le Levant, c'est-à-dire l'Orient au sens propre du terme, que l'Afrique. L'Afrique, dans le fond, n'est entrée comme un élément majeur de l'histoire marseillaise, des relations marseillaises et de la colonisation finalement dont vivait en grande partie Marseille, que très tard, et plus au XIXe siècle que dans les siècles précédents. Et Marseille, dans le fond, n'a de force que comme point de passage mer-terre, comme élément de liaison mer-terre. C'est-à-dire, si on pense qu'à la mer, on se trompe, si on pense qu'à la terre, on se trompe. Et c'est ça justement qui est à accorder et que justement, je ne suis pas sûr qu'à l'heure actuelle, on arrive totalement à équilibrer et enfin, à renouer dans le fond cette double dépendance. Quand vous dites qu'une métropole
pour se constituer, pour être constituée et réellement avoir une dimension de métropole, il faut qu'elle sache sécréter elle-même une bonne partie de ses forces et de sa puissance. Le mot métropole est très ambigu, parce qu'il correspond, dans le fond, à une organisation territoriale, à une densité d'échanges, à des intégrations, j'allais dire, qui sont topographiques. C'est-à-dire que la ville n'existe plus en tant que ville isolée, mais la ville, dans le fond, c'est la ville, plus des banlieues, plus des villes qui sont à proximité, etc. C'est la notion d'aire métropolitaine telle qu'elle s'est développée, par exemple, aux États-Unis, où il était très simple que la ville, dans le fond, était l'élément majeur, l'élément conducteur, et où les résidences allaient se chercher, pour des raisons de caractère agréable ou simplement parce qu'il y avait du terrain, à l'extérieur. C'est ça l'aire métropolitaine à l'origine, au début du XXe siècle aux États-Unis. Alors donc c'est un problème, si vous voulez, d'échelle de l'organisation urbaine et du type même de l'organisation urbaine à centres multiples. Ça, c'est la définition de la géographique, j'allais dire. Mais il y a une autre définition qui est plus économique. Une métropole, quand on emploie le mot métropole des arts, métropole de n'importe quoi, enfin, métropole religieuse, enfin, etc., c'est quelque chose où se trouve dans le fond un certain pouvoir, une certaine idée que l'on transmet à l'extérieur. C'est-à-dire, c'est une force d'organisation économique, sociale, culturelle aussi, qui s'étend largement et dont les limites alors ne sont pas forcément inscrites dans la topographie exacte. Ce n'est pas un problème d'air, si vous voulez, c'est un problème d'influence. Et je crois que quand on parle de métropole pour Marseille, même à l'heure actuelle, on flotte un petit peu entre ces deux définitions. Et ce qui manque peut-être le plus, ce n'est pas l'extension géographique, si vous voulez, le fait que c'est une ville à centres multiples, c'est une organisation plutôt urbaine à centres multiples, mais le problème c'est de savoir ce qui vient de Marseille comme capacité d'animation. Dans quelle mesure elle peut entraîner le reste. On a parlé de l'histoire et là d'un coup on est du côté où tout ce qui est nouveau est en train d'apparaître. Et pourtant, et c'est un endroit où Marseille a déjà vu la nouveauté se produire avec le port, avec son histoire, la cathédrale alors. Ici d'abord, je tourne le dos à la nouveauté. Et dans le fond, c'est un peu mon caractère d'être complètement obsolescent. Le contact entre l'héritage, c'est-à-dire que cette construction très complexe et là aussi hétéroclite qui constitue ce qu'on appelle le Fort Saint-Jean. Et d'autre part, la nouvelle utilisation de l'ancien J4 par, disons plutôt des créations muséographiques et qui rappellent l'histoire finalement ou les arts, je crois que c'est vraiment l'opposition aussi entre un système de défense méditerranéen couvrant, défendant militairement, j'allais dire, par sa force l'entrée du port, et quelque chose au contraire qui semble une ouverture culturelle et la présentation d'un nouveau Marseille au monde extérieur. Il y a ce jeu qui n'est pas seulement un jeu de date, mais un jeu de rôle, j'allais dire. Et je trouve que le style pouvait évidemment traduire très facilement, dans le fond, enfin très difficilement puisqu'il s'agit d'art, pouvait traduire quand même cette opposition. Je trouve qu'il ne le fait pas. Il ne le fait pas parce que, autant quand on se promène sur le J4 et qu'on tourne le dos au nouveau musée, qu'on regarde le Fort Saint-Jean, autant ça nous donne une vue que l'on n'avait pas auparavant du Fort Saint-Jean, qui n'était pas entré dans les mœurs, j'allais dire, et dans la pratique de promenade. Et j'ai trouvé que le Fort Saint-Jean vu ainsi est splendide. C'est peut-être l'angle, si vous voulez, qui est le plus beau.
Autant quand je me mets au contraire du côté Fort Saint-Jean, ou du côté où nous sommes maintenant, et que je vois les deux bâtiments récents, qui se veulent d'ailleurs différents, j'allais dire presque complémentaires, point d'interrogation, c'est-à-dire de ce que l'on appelle le centre méditerranéen, je ne sais plus le nom exact. La villa de la Méditerranée. La villa de la Méditerranée. Pourquoi villa? Ça c'est à voir. Et le bâtiment du Mucem, je n'ai pas l'impression, si vous voulez, de quelque chose. L'idée me semble importante. La réalisation et les choix qui ont été faits pour ces bâtiments, et d'autre part l'utilisation en point d'interrogation des espaces libres qui ont été dégagés, des espaces de sol cimenté, si vous voulez, et vides, qui ont été dégagés, continuent à me poser problème. Pour revenir sur la relation entre l'histoire et le présent, Oui, quand on oui. est ici, on est vraiment très... justement, voilà. Voilà, tout le monde est... voilà, tout le monde est casé. Donc, on va pouvoir essayer de réagir à ces propos de Marcel Roncaiolo qui, je pense, en ont touché certains, y compris, bien sûr, parce qu'il y a ce paysage marseillais avec cette pelleteuse qu'on voit en plus œuvrer derrière en 2013 à l'achèvement, sans doute en catastrophe, des travaux de rénovation et de transformation du Fort Saint-Jean. Et puis, voilà, il est un peu à la fin pas loin de... Donc, Marcel Roncaiolo est décédé il y a 5 ans. Hein, donc, il a, à ce moment-là, enfin, on fera le calcul. Donc, il est né en 1927. C'est ça, 26, donc faites le calcul. En tout cas, il y a toujours ce zézément qu'on a tous connu, ou ce cheveu sur la langue, et cette diction très, très interrogative qui en dit long sur la manière dont il s'intéressait et travaillait sur les questions urbaines avec ce questionnement renouvelé, rebondissant, enfin, tout le temps auto-entretenu, pourrait-on dire, et qui entre là dans une sorte de conversation dialectique avec René Bourruet, qui est son interlocuteur dans cet entretien. Voilà. Donc, je vais vous demander un petit peu de réagir alors, à ces images, hein, si vous souhaitez, ou de manière plus large, ce que vous avez envie de dire finalement sur Marcel Roncaiolo. Alors, je suis à côté de Julien Dariot, que je connais parce que, à travers ta thèse, ton doctorat, soutenu en 2019, c'est ça, et qui est un doctorat de pure et dure géographie urbaine, où tu avais enquêté sur les rues, enfin les fragments d'espaces privés dans Marseille. Marseille est peut-être une métropole et capitale de tas de choses, mais elle est aussi la capitale des rues privées en France. Faut le savoir, et c'est ce qu'on apprend en te lisant. Alors, tu travailles toujours dans la région, je crois que tu t'occupes d'un observatoire ou d'une plateforme pour la région sud, mais c'est à propos de cette thèse, puisque tu es un chercheur, que on pourrait... Alors, par exemple, cette question de nouveauté et histoire.
Est-ce que quand on s'intéresse à ce qui est privé dans la ville, est-ce que ça a beaucoup de sens de l'inscrire dans un temps long? Et j'avais été frappé dans ton doctorat du nombre de références que tu faisais à la pensée de Marcel Roncaillolo, à ses écrits, à son livre un peu magistral, Les grammaires d'une ville, qui raconte la croissance et la formation de Marseille depuis quasiment le XVIIIe siècle. Voilà, écoute, merci beaucoup d'avoir pu venir participer à cette rencontre. Merci. Donc concernant les références, alors en plus de ça, alors il y en a beaucoup, et en plus de ça, on m'a dit qu'il y en avait trop, donc j'en ai enlevé en plus. Donc il faut imaginer qu'il y en avait encore plus à l'origine. Donc pour répondre à votre question, donc bon, du coup effectivement j'ai réalisé une thèse sur la question des voies privées et fermées à Marseille, qui partait en fait d'un relevé qu'on avait lancé au sein d'un laboratoire de recherche sur les ensembles résidentiels fermés. Et en fait, on s'est rendu compte de quelque chose d'assez simple en réalité, qui est que on a beaucoup de voies fermées à Marseille, et on en a beaucoup, c'est le cas, parce qu'on a d'abord beaucoup de voies privées. Et donc du coup, ça répond un peu, ça pose cette question finalement. Alors c'est un peu aussi pour ça que j'ai fait 6 ans de thèse. Bon, ça aurait pu être encore plus long, mais bon, il y avait un moment, il fallait aussi s'arrêter, puisque quelque part, vous rentrez dans une problématique qui est quand même aussi beaucoup plus large, qui est quand même assez complexe. Donc du coup, pour réagir finalement à ce que vous disiez sur ce lien entre passé et présent, Marcel Roncaillolo parlait de XYZT, finalement, quand on décrit la ville. Donc, XY, c'est l'abscisse, c'est l'ordonnée, finalement. Z, c'est la hauteur. Et T, c'est le temps. Donc, forcément, lorsqu'on pose une question, quand on observe un espace tel qu'il est aujourd'hui, et d'ailleurs, moi, pour travailler beaucoup dans de la prospective, parce que nous, je m'occupe d'une plateforme justement pour la région Sud, qui s'occupe de la connaissance du territoire, et nous, on est en lien avec tout ce qui est planification régionale. Forcément, la planification régionale, elle pose la question de l'état des lieux de la connaissance. Sauf que quelque part, la prospective, généralement, va arriver souvent à gommer, et de façon assez artificielle d'ailleurs, et discutable, un petit peu tout l'aspect diachronique et passé. Ou en tout cas, si on remonte dans le passé, c'est jusqu'à un certain point. Or, ce que montre quand même Roncaillolo, et c'est ça qui je trouve est quand même assez intéressant, c'est que quelque part, alors sans remonter non plus au calendrier grec, ce qu'il fait quand même par ailleurs est très très bien, sans remonter non plus au calendrier grec, il y a nécessairement une approche diachronique pour comprendre les phénomènes d'aujourd'hui. Quand il parle d'interaction entre acteurs, que la ville en fait est le résultat d'une interaction entre acteurs, de jeux d'acteurs convergents, divergents, justement, il a complètement raison. Et c'est justement ça, ce jeu d'acteurs, qui finalement donne la ville dans sa forme et sa fonction actuelle. Voilà. Et donc là, quand on reprend, pour revenir à la question des voies privées, quand on pense que Marseille est une ville qui a environ un bon tiers de sa voirie privée, ce qui est colossal en fait, quand on réfléchit à ce type de rapport-là dans des villes de taille équivalente, en fait, il y a quasiment nulle part ailleurs ce type de valeur-là. Quand on comprend, en fait, quand on se dit, tiens, pourquoi on a autant de voies privées à Marseille, c'est parce qu'on a une place conséquente de l'impensé, finalement, une notion qui lui était quand même assez chère, de la ville qui, quelque part, sécrétée, morceau par morceau, je veux dire, avec un défaut quand même assez traditionnel de planification. Et ça, alors d'ailleurs, petite anecdote, et je termine là-dessus, le jour de ma soutenance de thèse, donc j'avais le plaisir d'avoir dans le jury M. Domenin Rocher, qui est le directeur général des services de la métropole Aix-Marseille, et M. Vincent Fouchier, donc, qui était directeur adjoint au projet métropolitain. Bon, j'aurais dit, voilà, donc ça faisait partie, un des éléments qui était présent dans la thèse. Je dis, Marseille, et je m'en réfère aux écrits de Marcel Roncaillolo, et on y retrouve une permanence jusqu'à aujourd'hui, c'est une ville libérale. Voilà. Donc là, hop, pas d'accord. Il me dit, non, Marseille n'est pas une ville libérale, c'est une ville adaptable. Je n'ai pas commenté le propos. Et je terminerai là-dessus. Merci. Alors, Marcel Roncaillolo a été un grand directeur de recherche, et on est plusieurs à avoir, c'est mon cas, l'avoir connu dans ce registre de directeur de thèse. Et c'est vrai que la transmission se fait aussi à travers, dans le cadre académique, à travers le mode de fabrication des doctorats, qui sont les travaux de recherche sans doute les plus personnels et approfondis et donc longs, que l'on engage à l'université. Et c'est vrai que ce livre, comme ce que nous faisons là, a aussi le sens de
transmettre un héritage intellectuel, un acquis considérable à la suite. Voilà, donc on s'est un petit peu donné cette mission commune. On est de différentes générations aussi, il faut le souligner. Et c'était important, enfin c'est très important, quand j'ai vu toutes ces références que tu faisais, je me suis dit, ben voilà, il y a une relève, ça a du sens. Et ce travail très profond, très consolidé en fait, et a une durabilité, comme on dit aujourd'hui, et une pertinence longue pour comprendre des phénomènes urbains qui s'inscrivent eux-mêmes dans la durée. Bon, je pense que tu ne me contrediras pas du tout sur ça, Isabelle. Donc Isabelle Chesneau, Julien, tu viens d'évoquer X, Y, Z, T. C'est une entrée de l'abécédaire. L'abécédaire, c'est ce livre dont tu es co-autrice, Isabelle, que vous avez pu construire ensemble avec Marcel Roncaiolo. Tu pourras peut-être nous en parler. Alors, le M de l'abécédaire, puisque c'est tous les mots par ordre alphabétique, ce n'est pas métropole, quelle surprise, c'est matérialité. On a un peu parlé tout à l'heure, peut-être que tu vas pouvoir, en tirant quelques-unes des incroyables, des innombrables pistes qui sont dans cet abécédaire, réagir aux images que nous avons vues. Merci Isabelle. Merci Laurent. Oui, je suis maître de conférence à l'école d'architecture de Paris-Malaquais. Alors, moi, en voyant... alors, effectivement, je n'ai pas fait ma thèse avec Marcel Roncaiolo, parce qu'au moment où je l'ai connu, il était déjà à la retraite depuis longtemps, mais il m'a quand même beaucoup transmis à travers les entretiens de l'abécédaire, qui ont duré de longues années. Donc, j'ai eu... pendant le privilège de discuter avec lui longtemps autour, finalement, on faisait un bilan de sa pensée. Et en voyant ces images qui sont très représentatives de la manière dont il parlait de la ville, c'est pas à M que je pensais, c'est à S comme strate. Parce que, en fait, ce qu'on voit dans le film, là, enfin dans ces extraits, c'est une manière de lire la ville. C'est vraiment une lecture de ville. Et cette lecture qu'il fait de Marseille, c'est finalement de mettre en rapport différentes strates de la ville. Et c'est pas... chaque strate n'est jamais complète, c'est-à-dire il ne part pas de l'Antiquité, puis du Moyen-Âge, puis etc. Il met en rapport des éléments certains éléments de certaines strates avec d'autres. Et c'est là où c'est extrêmement complexe à penser, et c'est là où intervient la notion de laboratoire, parce que pour choisir ces éléments de certaines strates, il faut un travail scientifique, précisément. On ne va pas choisir n'importe quel morceau, etc. Et c'est en ça qu'il a eu besoin de Marseille pour construire cette méthode de lecture de ville, de comment on construit des analogies entre des périodes éloignées de l'histoire, pourquoi elles résonnent les unes entre les autres, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, certains éléments très éloignés de l'histoire résonnent encore aujourd'hui, parce que ce qui l'intéresse, c'est la ville, finalement, c'est de prolonger la ville d'aujourd'hui. Et c'est cette, en fait, la construction, parce qu'il était quand même constructiviste profondément dans sa pensée, cette construction scientifique de cette lecture de ville, c'est, je pense, ce qu'on voit là en action dans le film. Et appel à la matérialité, bien sûr. Très bien, tu nous as écrit un texte très intéressant dans ce livre sur l'image et l'imaginaire. Alors peut-être que nous en reparlerons tout à l'heure. Et là, il faut la chercher du côté de la lettre I. Alors Jacques, voilà ton tour. Donc Jacques Brun a été étudiant et collègue, peut-on dire, de Marcel Roncaiolo, étudiant et en tout cas aussi ami dans les cercles de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Beaucoup de collaborations intellectuelles, notamment, et on y reviendra peut-être
avec Guy Burgel autour de l'histoire de la France urbaine, mais je le redis, pas seulement. Il y a cette question que pose la métropole, qui est aussi celle de la géographie sociale. Hein, cette ville tellement grande que peut-être elle cherche aussi son espace social. C'est une piste que tu as peut-être envie de développer, ou en tout cas de réagir à ce que nous avons entendu et vu. Oui, c'est ce que tu viens de dire. C'est vraiment une des grandes questions qu'on peut se poser si on essaye de faire un bilan. C'est trop tôt, assurément, de l'œuvre de Roncaillolo et de l'héritage intellectuel qu'il nous lègue. Mais je voudrais souligner autre chose, peut-être. C'est que la pensée de Roncaillolo n'est jamais figée. À aucun moment, on voit tout le temps une évolution. Et pour les gens les plus anciens de ces élèves, on a pu suivre des phases extrêmement nombreuses, les modes d'approche de la réalité, mais avec une ligne directrice commune, c'est toujours le souci de ne pas se bloquer sur des schémas de pensée un peu rigides et d'aller plus loin dans le questionnement. Alors, pour revenir à ce que tu viens de dire, oui, entre le Roncaillolo des débuts, comme agrégé répétiteur, c'est-à-dire assistant, puis maître de conférence à l'école normale supérieure, et le Roncaillolo, qui était directeur d'études à l'école de hautes études en sciences sociales, il y a quand même une évolution phénoménale. Si on s'arrête à sa thèse, on s'aperçoit que les développements ultérieurs sont déjà en germe, mais bien planqués. Il a commencé par une thèse de facture approximative très très classique. Et il faut s'accrocher, il faut lire cette thèse très attentivement pour voir qu'elle contient déjà des éléments qu'il développera par la suite et qui sont fort originaux par rapport à ce que l'on trouve dans les principales thèses de son directeur de thèse, Pierre Jean, ou Monbec, je ne sais. Et puis, enfin, les patrons de la géographie urbaine à Paris à cette époque-là. Oui, c'est vrai que dans la pratique de recherche, tout bouge tout le temps. Hein. Alors c'est important de dire que, et on essaie de rendre compte qu'il y a une évolution de la pensée de Marcel Roncaillolo. Cette évolution, c'est la sienne propre. C'est celle, sans doute, du contexte intellectuel, académique et universitaire, hein, puisque sa carrière fut longue. Elle a couvert un demi-siècle, en fait, hein, toute la deuxième moitié du XXe siècle. Et puis c'est aussi la ville elle-même qui bouge et qui n'arrête pas de changer. Donc c'est un laboratoire mouvant où on ne peut pas immobiliser l'objet qui est étudié. Et évidemment, sa pensée, ses analyses suivent également les mutations, hein, de cet objet qui connaît, dans la deuxième moitié du XXe siècle, une mutation extrêmement profonde. Alors, je vais passer la parole à Guy Burgel, également élève et collègue de Marcel Roncaillolo. Non sans avoir dit, Guy, que toi aussi, tu as eu ton laboratoire urbain, Athènes, et je t'ai entendu souvent aussi développer cette métaphore, hein, du laboratoire athénien, dont tu as aussi eu un rapport peut-être comparable à celui que Marcel Roncaillolo a établi avec Marseille, peut-être un modèle pour toi d'ailleurs, ce type d'approche. Et puis que d'autre part, tu diriges une revue importante de géographie urbaine, Villes en parallèle, qui justement postule la question d'une forme de comparatisme urbain. Je ne sais pas si ce parallélisme, c'est exactement cela, mais en tout cas, les villes méritent et gagnent à être comparées, hein, pour leur compréhension. Tu fais également partie des contributeurs et coordonnateurs de cet ouvrage. Laurent
merci. Bonsoir à toutes et à tous. Tu me tends de perche. Mais avant, je tiens à préciser que je suis beaucoup plus disciple qu'élève de Roncaiolo, puisque quand je préparais ma propre thèse, il n'était pas docteur. Donc, je lui rendais compte, chaque fois que je rentrais d'Athènes, en effet, de mes travaux, mais il ne les dirigeait pas. Voilà, je tiens à le préciser. Alors, deux choses. Et qu'est-ce qu'un laboratoire, puisque ce mot a été employé, qu'est-ce qu'un laboratoire? Bien, c'est joué, on a beaucoup insisté, je crois, dans la première partie de la journée, sur la richesse, la complexité, la contradiction interne à Marcel Roncaiolo. C'est à la fois jouer sur la spécificité et sur la possibilité de la généralisation. C'est dire, Marseille, en l'occurrence, est irréductible à aucune autre ville, et pourtant, elle témoigne de toutes les logiques urbaines universelles. Bon, c'est ça, et là, en effet, moi je ressens, alors, à chacun son laboratoire. Moi, pour parler hasard, je crois beaucoup au hasard, je ne crois pas aux causalités. Bon, j'ai été propulsé à Athènes, je devais devenir archéologue, je suis devenu géographe, bon, peu importe. Et au fond, Athènes a représenté pour moi ce que Marseille a représenté pour Roncaiolo, c'est-à-dire une entrée finalement concrète, matérielle, à la fois de temporalité et de spatialité, pour comprendre toutes les logiques de la ville. Et là, il y a un pari fou, si on y songe. Parce qu'il y a le pari, finalement, qui était la tare de la géographie traditionnelle, c'est-à-dire la monographie. Au fond, on a vécu, on a tous grandi avec les monographies de Raoul Blanchard, Annecy, Grenoble. Chaque ville est irréductible. Elle a un site, elle a une histoire, elle a une temporalité, elle a une inscription spatiale. Donc, mais si j'étudie Grenoble, je ne sors jamais de Grenoble. Et donc, le pari fou de Roncaiolo, je dis bien fou au sens noble du terme, le pari fou de Roncaiolo, me semble-t-il, c'est de dire, eh bien, parce que Marseille est spécifique, Marseille peut témoigner pour toutes les villes. Et c'est un peu ce qu'on essaye, en toute modestie, de faire dans cette série Villes en parallèle, où d'ailleurs Marcel Roncaiolo a apporté de nombreuses contributions. Je vous invite, je fais un peu de la pub, c'est sur le site Percé, vous faites le site Percé, vous trouvez tous les numéros de Villes en parallèle, et vous verrez que les entrées de Marcel Roncaiolo, ils sont très bien représentés. Puis il y a un deuxième point, alors là, qui me touche. Qu'est-ce que c'est qu'une ville-port? Qu'est-ce que c'est qu'une ville qui est au bord de la mer? Et je prendrai 3 exemples. L'un n'est pas méditerranéen, mais pratiquement il est méditerranéen. C'est Lisbonne. Lisbonne est une ville du Tage, c'est une ville du fleuve. Jamais, c'est une ville qui est évidemment tournée totalement vers l'Atlantique, totalement ville maritime et ville océanique même. Et inversement, mon Athènes, excusez-moi d'être un peu personnalisé, mon Athènes est une ville totalement terrienne. Bon, depuis l'an... Et là, on retrouve la trace, la spécificité permanente, le sillon de la ville. Depuis Thémistocle, qui fait des longs murs pour aller au Pirée, mais parce que le Pirée n'est pas Athènes. Il faut raccrocher parce qu'il faut bien qu'il y ait une entrée finalement des richesses de la Méditerranée, y compris des richesses en numéraire qu'on faisait rentrer par la Ligue de Délos. Bon. Mais, encore une fois, c'est une ville terrienne. C'est une ville qui tourne le dos à la Méditerranée. Et au fond, puisqu'il y a beaucoup d'architectes, il y a un pari à l'heure actuelle. Quand il y a eu les Jeux Olympiques à Athènes en 2004, on a voulu retourner, parce qu'il y avait une série d'épreuves au bord de la mer, on a voulu retourner à Athènes, ça n'a pas marché. Et maintenant, le pari fou, peut-être ça va réussir, c'est Renzo Piano qui fait en bord de la baie de Falers, c'est-à-dire près du Pirée, qui fait une fondation avec la fondation Nercos, etc. Bon, peut-être que ça va détourner, peut-être que Athènes va rebasculer vers la mer, c'est pas évident. Et moi, j'étais très sensible, alors je reviens au film, j'étais très sensible à Marseille et le Levant. Et mon esprit un peu malin, facétieux, etc., me dit, mais avec l'aventure Saadé maintenant, qui fait quand même la gloire de Marseille, excusez-moi, je ne suis pas là pour chanter les louanges de Rodolphe Saadé et de se donner un prix sur la Provence, le journal, mais encore une fois, il y a un clin d'œil là. Et Marcel Roncaiolo a toujours été très sensible à savoir, est-ce que ça va marcher? Est-ce que cette reprise finalement de l'Orient, pas de l'Afrique, de l'Orient va marcher? Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très, très passionnant. Et pour corriger, parce que je crois que j'ai choqué tout à l'heure en disant que c'était un spectateur désengagé,
il y avait un engagement là, un engagement très profond. Dans ce livre, nous avons tenu, en fin d'ouvrage, à expliciter qui nous sommes, à rendre compte un peu de notre rapport à Marcel Roncaillolo. C'est peut-être une façon un peu inspirante de présenter, ou différente ou particulière de présenter ce qu'on présente toujours dans les ouvrages scientifiques, une petite biographie des auteurs. Une façon de reconnaître aussi ce que nous lui devons, mais je crois aussi une façon de dire un peu, comme on dit, d'où on parle, hein, c'est-à-dire de donner des clés de compréhension aux propos que nous tenons dans des articles où nous sommes à la fois, d'une certaine manière, qui témoignent d'un vécu de recherche et de travail, et en même temps d'objets que nous avons choisis et sur lesquels nous construisons un travail d'objectivation, en fait. Hein. Donc je pense qu'en faisant ça, on a un petit peu intériorisé une part de la démarche de Marcel Roncaillolo, qui avait toujours sa part d'introspection, en fait, et on le sent bien dans les images qu'on a vues à l'instant. Alors, Sophie Bertrand de Balanda, tu es très connue à Marseille, donc je ne sais pas si je peux te présenter. Tu es une des Marseillais. Il y a deux auteurs purement marseillais dans cet ouvrage, et sans doute n'est-ce pas assez. Mais tu nous disais, alors ce matin, donc urbaniste à Martigues, architecte, tu en diras peut-être un peu plus, y compris sur ce texte sur la marche que tu as fait. Mais tu nous disais quelque chose ce matin, justement, quand on marchait dans les quartiers du boulevard Longchamp et de la Canebière. Tu nous disais, finalement, la ville bouge tellement et tellement vite, et tellement complexe, que tout discours est déjà dans un passé, et du coup, nous sommes peut-être... nous sommes aujourd'hui ce qu'aurait pu être l'anticipation du moment auquel on se réfère. Là, on le voit très bien avec cette affaire de pelleteuse qui est en train de transformer et de contribuer à Marseille 2013. Il y a peut-être aussi des choses que tu auras envie de dire là-dessus, ou plus librement, s'il te plaît. Oui, d'abord, je voudrais tout simplement dire mon émotion et dans la continuité du travail avec le musée d'histoire, de la continuité de notre présence et on ait réussi à sortir ce travail. Enfin, moi, je pense que cette transmission-là, on la doit à Marcel Roncaillolo, mais ce n'était pas gagné et je suis vraiment très heureuse. Je voudrais dire aussi que la famille Roncaillolo est là, les enfants sont là, et petits-enfants, et donc ils viennent de Paris ou d'Ardèche. Et donc c'est aussi une manière de montrer que le monde de Marcel est riche d'amitié et de réflexion, voilà, et de fidèles, voilà. Donc ce film, évidemment, je suis, et qui est inédit, qu'avait réalisé Luc Joulet pour les éditions, j'allais dire parenthèse, les images de ville. C'est la première fois qu'on le voit. J'étais présente. Et je me suis, dans la manière dont il s'exprime, dans la dernière séquence que tu as choisie, qui est celle du changement, on retrouve ce qu'il dit quand il écrit, ce point d'interrogation terrible à la fin des phrases, qui est une manière de dire, est-ce que, là il dit point d'interrogation, est-ce que c'est bien ça qu'il faut faire, point d'interrogation. Et quand il finissait, puisqu'on a beaucoup travaillé sur Martigues ensemble, et quand il finissait sa réflexion en disant, bon, ce quartier, il va comme ci, est-ce que c'est bien ça, point d'interrogation, en général, ça voulait dire que ça n'allait pas très bien, que ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Mais c'est une manière élégante de laisser l'ouverture. Là, il s'est mis dos au paysage qui changeait, et malheureusement, sa réflexion, les thèmes qu'il développe, ces deux bâtiments, comment ils s'appellent déjà, la Villa Machin, bon, toi tu réponds, enfin, René lui dit, non c'est ça, bon, on voit bien que maintenant c'est la Villa Cosquer, donc il y avait un truc qui ne collait pas dès le départ, puisqu'elle n'a pas su prendre sa place. Mais de toute manière, est-ce que c'est une question d'âge ? Là,
Est-ce que c'est parce que c'est sa propre ville et qu'il y avait une difficulté sur ces projets-là? J'ai trouvé, moi, puisqu'on a marché dans Marseille pendant 15 ans, et donc on est passé par-dessus les barricades, on a passé notre temps à circuler dans des chantiers, à voir le chantier du tramway, le chantier de la Canebière, le chantier du Vieux-Port, le chantier de Romède. On a passé notre temps dans les chantiers, et il a eu le temps de voir la fin des chantiers. Et le seul moment vraiment magique, je crois que c'était aussi magique pour toi, René, c'est quand on était en haut du J4 et qu'il a vu le boulevard dessiné, ce boulevard qui n'a jamais existé devant les docks et qui continuait. Là, donc, la ville et le port, la ville haussmannienne et le port, c'était une vraie création entièrement réalisée sur l'histoire du lieu. Donc là, il était content. Le reste, il y avait un problème. Mais je n'ai jamais su, c'était personnel, c'est-à-dire c'est quand l'émotion de l'enfant qui avait son père qui travaillait à tel endroit, etc., qui revenait, ou si c'est un refus de cette approche, de l'approche culturelle de Marseille telle qu'elle se dessinait. Ce que je voulais dire d'autre, c'est que Marseille, c'était son laboratoire, mais dans ce grand laboratoire et dans l'aire métropolitaine de Marseille, il y avait donc une petite place pour Martigues des 30 dernières années, et qu'il a utilisé aussi Martigues en laboratoire, mais pas avec, ce que j'ai un peu dit tout à l'heure, mais en contribuant par ma présence à apporter une aide à la construction de la ville, et non pas seulement à la regarder et à l'analyser. Voilà. Et donc, c'était très, très intéressant parce qu'il y avait ce rapport un peu complexe qu'à Marseille, on le dit bien, qu'est-ce qu'une aire, une métropole, une aire métropolitaine. Et il y a un rapport très, très complexe des villes aux alentours à Marseille. On le voit bien qu'on a une métropole qui a du mal à s'enrichir les uns les autres. C'est pas gagné non plus, mais ça avance. Et je trouve que cette approche concrète, moi qui ai travaillé sur le terrain, absolument sur le terrain, je n'avais aucune thèse avec Marcel. J'étais là dans ma ville, mes 45 000 habitants, mes 7 144 hectares, et j'en sortais pas. Et j'ai trouvé que cette pensée qui était à la fois locale et très universelle m'a énormément appris à construire ma propre pensée de terrain. Alors on va rester sur tes mots pour passer à la deuxième séquence. Donc même petite chorégraphie. Pour revenir sur la relation entre l'histoire et le présent, quand on est ici, on est vraiment très... justement, voilà, on est dans la ville-port ici. Enfin, on est du côté où la ville est devenue ville-port véritablement au milieu du 19e siècle. C'est le moyen qui permet à cette ville de devenir très prospère et d'avoir une image très forte d'elle-même dans son économie, mais en même temps, ça ne va pas durer dans l'histoire et il y a un effondrement progressif de cette dimension. Cette relation entre ville et port, elle est pourtant très durable et pourtant elle a une apogée et une descente. Comment vous voyez sur la longue durée? Alors, sur la longue durée, il y a une intégration dans le fond des activités et des activités qui font la vie marseillaise. La vie marseillaise est une vie commerciale et industrielle, ce n'est pas une vie culturelle profondément. Enfin, la culture accompagne cela, mais je dirais ce qui fait la fonction éventuellement de métropole de Marseille, c'était
à cette époque-là, son rôle de capitale économique méditerranéenne, bon, on se gonflait un peu en disant capitale, mais de grande ville économique méditerranéenne, et donc sociale, et c'était la société qui portait cette économie, et ne plus qu'une vocation culturelle affirmée. Et la culture était dans le fond une sorte de, ce qui n'est pas inintéressant d'ailleurs, de produit un peu spontané de cette société, et en cela intéressante. La ville-port, c'est à la fois la ville qui vit du port et d'autre part la ville qui ne supporte pas le port ou le port qui ne supporte pas la ville. Et dans le fond, la politique de Cyprien Fabre de ce côté-là a été, je ne dirais pas intelligente parce qu'on aurait peut-être faire autre chose, mais a été très significative dans la mesure où c'est lui qui a bloqué en grande partie toute reprise de l'urbanisation et de la construction sur les terrains Mires, ex-Mires et ex-Pereire, à proximité du port, et a voulu qu'on laisse des espaces libres. Il veut lui-même que les terrains ne soient pas chers pour que les négociants marseillais puissent entreposer facilement la marchandise. Et c'est ce qui est l'origine des enclos qui ont donné lieu soit des usages commerciaux, soit parce que ça ne marchait pas entièrement comme ça, soit la construction de baraques, etc. L'enclos Peyssonnel est très significatif finalement de ce type de vocation d'arrière-pays incertain, si vous voulez, dont le port a besoin pour s'étaler, pour remuer sa marchandise et pour faire venir également des gens qui travaillent pour lui. Oui. Alors vous voyez, il y a cette sorte de contradiction entre le lien très fort économique et l'intolérance presque topographique. Il y a cette idée qui est que finalement, dans cette recomposition en cours à Marseille, cette recherche de rénover Marseille, on est en quête d'une attractivité. Et il y a beaucoup de cette attractivité qui est apportée de façon commerciale et de façon à travers le musée, à travers les commerces, à travers ici tout par est exemple, marketing. Voilà, dans le marketing. Et vous disiez qu'il y avait quand même une forme de culture aussi qui aurait pu être un vecteur fort du réaménagement, de la réappropriation de ce centre nord de Marseille, qui est la culture non plus consumériste, mais la culture aussi de la formation, de l'enseignement, de la diffusion. Alors malheureusement, culturel, maintenant, c'est uniquement le divertissement. Voilà. Alors que la culture, c'est bien autre chose que le divertissement. C'est tout ce qui nous sous-tend finalement dans nos attitudes, nos croyances, nos avis, notre langue, etc. C'est ça la culture. Je rêvais d'une sorte, alors j'emploie le mot université, vous voyez à quel sens pour faciliter les choses, mais vous voyez ma correction. Enfin, un centre de formation universitaire méditerranéen qui aurait été lié par ses programmes moins au rite de l'université classique française qu'à un rite à créer avec ces universités étrangères, en particulier méditerranéennes, et situées sur tous les bords possibles de la Méditerranée. Et que justement, on en ferait un lieu de médiation entre ces différentes cultures, parce que la culture méditerranéenne, au singulier, on en parle très souvent, mais dans le fond, on s'aperçoit qu'elle éclate en même temps qu'elle est à la fois le lieu de la ressemblance et le lieu de la confrontation. Et justement, il fallait dépasser, dans le fond, cette déchirure qui nous oppose, par exemple, à l'islam, enfin, etc. Et il fallait un lieu, dans le fond, pour essayer de dépasser. On aurait pu, en même temps, employer ce qui fait la force des États-Unis, c'est-à-dire ne pas se contenter de notre tradition universitaire qui est dans le fond celle du verbe, et d'y inclure le faire. Alors, l'une des applications évidemment immédiates concernait l'architecture. Je n'ai jamais supporté que l'architecture soit traitée à part, avec toute la définition beaux-arts que cela peut contenir. J'aurais voulu quelque chose qui soit verbe et faire. Et le verbe ne se conçoit que s'il permet de faire, autrement dit. Oui, et alors là, d'introduire par exemple les grands problèmes méditerranéens d'une manière comparée en se passant des tuyaux, je dirais, en enrichissant la discussion, type l'eau,
type les langues, enfin, etc. Enfin, il y a toute une série de problèmes qui nous sont communs parce qu'ils nous divisent et parce qu'on est contre le mal, et aurait pu être la spécialisation justement de ces universités pour ne pas faire une concurrence déloyale finalement aux divisions traditionnelles. C'était l'exemple à donner. Ouais. Ce que Marseille avait été finalement, et avait été après, prenant le relais en gros de Venise et des villes italiennes, ça avait été quand même l'Orient. Et la notion d'Orient me semble beaucoup plus riche. On a été déformés en quelque sorte par l'Afrique, nous autres. C'est-à-dire que le 19e siècle nous a fait perdre le sens de l'Orient, et malgré Suez, justement, qui aurait dû au contraire le renforcer, et nous a amorcelé dans le fond notre intérêt pour ces autres continents, en intérêts justement nationaux, coloniaux, sous le drapeau, enfin, etc., qui sont pas des intérêts négligeables, je ne crois pas que ça a été entièrement négatif, mais qui nous enfermaient dans des relations, dans le fond, trop strictes. Et l'idée, alors moi, l'une des idées qui me séduit beaucoup, et alors ça doit vous toucher parce que je crois que les docks sont le plus beau monument saint-simonien qui existe sur Terre, et l'idée saint-simonienne de l'Occident et de l'Orient, et c'était l'Orient, je répète, ça me semble quelque chose d'essentiel. Je dis que Marseille n'est pas tellement à voir par ce qu'elle est, mais que par ce que l'on voit à partir de Marseille. C'est-à-dire aussi bien les gens qu'on voit sur l'Académie, alors ça c'est la vieille théorie d'Albert Londres, mais qui est très bonne à mon avis, que la mer, enfin, etc. C'est-à-dire on voit le monde à partir de Marseille, et c'est ça qui est sa force. Et c'est ça, et nous en revenons à l'idée d'université, justement, en fait, dont je parlais. Et il faut voir le monde à partir de Marseille. J'ai une utopie de Marseille. Oui. C'est la seule chose qui m'attache, autrement je n'y retournerai pas. Je serais déçu. Parce que quand même, j'ai connu un Marseille qui était 1000 fois plus riche culturellement que le Marseille actuel. C'est une ville qui est entrée dans le jeu culturel des années 30 beaucoup plus qu'on ne le pense. Marseille est une ville culturelle de ce côté-là. Et alors, je répète, toute ville, à mon avis, la définition de la ville la plus forte, c'est médiatrice culturelle. Et je crois que Marseille a été une médiatrice culturelle. Et son problème maintenant, c'est qu'elle n'est plus capable d'être... Enfin, n'est plus capable totalement de rendre cet office. Parce que moi, il y a des médiations culturelles qui ont réussi, mais on sent qu'on n'arrive plus à le traiter totalement. J'ai pris le ton testamentaire et la liberté testamentaire, mais ça me fait plaisir de pouvoir le dire. Bon, cette seconde séquence est encore plus riche que la première, hein, on voit le silo. Hein, René, tu as confronté Marcel Roncaiolo à cette, voilà, à l'intérieur de ce projet Euroméditerranée. Alors, on a envie de se dire, mais presque quelle malchance que Euroméditerranée soit arrivée si tard, hein, à la fois pour Marseille et surtout par rapport à la trajectoire de Marcel Roncaiolo. Est-ce qu'on sent peut-être ce que tu disais finalement, il est difficile pour lui, à donc 87 ans, hein, j'ai fait le compte, finalement de pouvoir commenter de manière pointue et sur un plan avec des critères qu'on pourrait qualifié d'urbanistique cette opération, mais en fait il y a toujours cette vérité de la longue durée qui est une ressource, et de cette immense culture, hein, ce qui est dit sur les fameux terrains Mirès, Cyprien Fabre, et ce jeu entre la chambre de commerce et les spéculateurs. Après tout, pourquoi ne considérons-nous pas que Euroméditerranée remet le couvert, comme on dit, un peu sur des
sur des lieux qui sont là hein, depuis 2 ou 3 siècles et avec des paramètres qui ne sont pas totalement renouvelés. Alors c'est aussi ça que nous apprend ce regard un peu global et rétrospectif qu'il applique. Je pense aussi à ce qu'il explique bien sûr sur la nature hein, de cette médiatrice culturelle, comme il dit, qu'est Marseille, et puis évidemment toute cette mutation urbaine qui est le rythme auquel vivent les villes. Alors pour cette autre séquence, dans le désordre, si vous avez des réactions les uns et les autres à faire, et puis on fait un tour complet si vous le souhaitez. Voilà. Qui souhaite parmi vous prendre la parole pour réagir à chaud à ce que nous venons d'entendre? Oui, beaucoup de choses. La première, je vais essayer d'être dans l'ordre. La première, moi j'ai été très frappé dans votre livre pour le très court chapitre consacré au quartier nord. Il dit « Cette ville avait des occupations, elle n'a plus que des habitations ». Autrement dit, voilà, ça c'est quelque chose de tout à fait remarquable dans ce laboratoire marseillais. C'est au fond, est-ce que ce qui justifie la ville, c'est les activités économiques de la ville ou c'est l'urbanisation urbanisante, comme je dis dans mon jargon. Ça, je trouvais que c'était très fort. Bon. La deuxième chose, excuse-moi d'être un peu pour gagner du temps, bon, c'est les rapports de la culture et de la richesse. Moi, j'ai toujours coutume, mais il le montre très bien, il ne le dit pas, moi je le dis avec mes mots, mais moi je pense que c'est ça. On se payait une culture parce qu'on était riche. Maintenant, c'est parce qu'on a une culture qu'on va peut-être devenir riche. C'est l'effet Bilbao, ça. Donc, est-ce que... Et au fond, Marseille le joue, à mon avis. Les vieilles activités industrielles, portuaires, etc. de Marseille, même si elles sont en rénovation, bon, sont peut-être désuètes, mais le MUSEM va attirer. Bon, ça, c'est assez fort. Bon, et j'ai perdu mon troisième point, donc je vais le retrouver. Ton troisième point va revenir, mais on a encore un peu de temps. Allez-y. Voilà. Ça va m'échapper. Oui, c'est voilà. Non, je reviens à la provocation que je faisais tout à l'heure à la vieille charité. C'est-à-dire dire, au fond, il était le spectateur désengagé plutôt que le spectateur engagé. Bon. Je reviens. Qu'est-ce que Marcel Roncaiolo? Il est dans le droit fil de l'agrégation des sciences sociales. Qu'est-ce qu'il propose? Une université de la Méditerranée. Moi, je suis très frappé par ça. Il ne propose pas, finalement, c'est pas encore une fois Saadé. Et c'est ça, je trouve que là, il y a une espèce de permanence de l'engagement, au fond, professionnel et universitaire de Marcel Roncaiolo, qui est tout à fait à son honneur. Et au fond, peut-être que ça aurait été, en effet, une chose à jouer. Et la dernière chose, je crois qu'il y avait aussi, on revient sur le laboratoire, c'est qu'au fond, Marseille souffrait peut-être de sa bourgeoisie ou de l'absence de sa bourgeoisie. Et que c'était toujours on attendait de l'extérieur, et vous avez évoqué Euromède. Euromède, excusez-moi, c'est avant Marseille en grand du président Macron, c'est l'extérieur qui va repropulser Marseille parce que les forces vives de Marseille interne sont insuffisantes. Ça, Marcel Roncaiolo, je crois, l'avait ressenti très vivement. Tu voulais réagir à ce que... Oui, en fait, apporter un témoignage qui fait écho à ce que vient de dire Guy Burgel. Au moment où Euromède était en train enfin, le projet était en discussion, etc., et où il était appelé de temps en temps pour être consulté comme un expert de la ville, etc. Et c'était un moment où on travaillait sur l'abécédaire, et donc régulièrement, il me faisait part de sa mauvaise humeur concernant la réception qu'il y avait concernant justement son interprétation de ce que devait être la culture à Marseille. Et il avait le sentiment de ne pas être vraiment écouté, alors que
il a consacré sa vie d'une certaine manière à lire cette ville et à en décoder l'imaginaire. Cet imaginaire, sur lequel j'ai travaillé dans le livre d'hommage, pour essayer de comprendre comment il le construisait. Justement, c'était une construction intellectuelle extrêmement savante qu'il masquait d'une certaine manière. Quand il en parle, excusez-moi, je pense à plein de trucs parce que c'est tellement riche. Quand il parle de ça, on a l'impression que c'est très simple. Et en fait, quand on essaye de déconstruire les choses, on s'aperçoit que c'est extrêmement compliqué. Et quand il venait à Marseille parler de l'imaginaire en disant « Non, vous êtes en train de faire une erreur de lecture. L'imaginaire de Marseille est peut-être pas dans ce sens-là, mais plutôt dans celui-là », et qu'il voyait qu'on appliquait des modèles urbains venus d'ailleurs, de Bilbao, etc., et qu'on les plaquait sur une ville qui avait une histoire longue et qui avait un imaginaire très particulier, très spécifique. C'était en ça que d'ailleurs Marseille était son laboratoire, parce qu'il disait souvent, je ne sais pas s'il avait raison, mais qu'on avait justement appliqué des recettes urbaines telles que l'osmanisation, on les avait mis à Marseille, pof, ça ne marche pas. Bon, pourquoi? Parce qu'il y a une spécificité marseillaise, voilà. Et c'était en fait cette spécificité de résistance au modèle qui faisait de Marseille un excellent laboratoire. Et ça permettait de comprendre ce que c'était que l'essence d'une ville, son imaginaire, etc. Et c'est en ça que voilà, il avait le sentiment d'avoir œuvré à lire cet imaginaire et le sens de cette ville, et que quand on met un bâtiment là ou dans ce sens-là, etc., on faisait une erreur de lecture. Et c'est pour ça que... Enfin, voilà. Mais... Du coup, je réagis aussi peut-être à ce que vous disiez, et complètement d'accord, dans le sens où Marseille, quelque part, et c'est peut-être ça, justement, qui suscitait la réaction de Marcel Roncaillolo. Après, je ne sais pas, hein, peut-être je me trompe, mais c'est vraiment sur le fait d'observer finalement une normalisation, une certaine normativité, une sorte de solution miracle, hein, de recette miracle de l'aménagement, qui quelque part ne fonctionne pas, puisque quelque part Marseille fonctionne de telle manière que elle est aussi rétive à un certain nombre de normes. Moi, je l'ai beaucoup observé dans le cas, par exemple, de la gestion des voies privées, bon, que je vous disais tout à l'heure, qui était une véritable problématique. Dès lors qu'on a introduit une forme de normativité, c'est précisément là, en fait, que le système s'est grippé. C'est-à-dire qu'on avait un système d'arrangement, finalement, que la municipalité entretenait sur de la gestion des, enfin, en gros, de l'arrangement, hein, sur l'entretien des voies qui était privé, public, on ne savait plus trop. À partir du moment où on passe à un fonctionnement où on a une gestion métropolitaine, enfin de la communauté urbaine qui est devenue métropolitaine, c'est là où d'un coup on se dit, en fait, tout notre système d'arrangement qui jusque-là fonctionnait, mais qui était une forme aussi de système de proximité des élus de terrain avec les administrés, alors certes biaisé, certes tout ce qu'on veut, mais qui, bien ou mal, au final, elle tournait quand même. Du moment en fait où ce système prend fin, c'est là où les gens disent au final, ces voies sont privées, donc on les ferme. Donc ça pose des problèmes dans les déplacements, etc. Donc ça, vraiment, le fait de calquer des modèles sur l'introduction de la mixité sociale par le haut, des choses qui se posent aussi beaucoup encore aujourd'hui sur le projet Euromède, également dans sa deuxième tranche, sur le projet de centre-ville élargi, le PPA. Ça c'est des vrais sujets aujourd'hui, hein, finalement, d'introduire des solutions un petit peu sur mesure, enfin sur étagère, justement pas sur mesure, des solutions sur étagère qui sont censées gommer les problématiques d'aménagement et de fractures socio-spatiales qu'on a à Marseille qui sont conséquentes. Et finalement, les choix que l'on fait pour entraîner Marseille, de défendre une espèce d'effet d'entraînement par l'aménagement un petit peu avec des architectes qui nous font des grandes tours, des choses comme ça, tout en ayant finalement des parties de la ville qui s'effondrent. On se rappelle toutes et tous du drame de la rue d'Aubagne, des quartiers nord aussi qui sont dans des états déplorables qu'on ne réaménage pas finalement et qui sont dans des problématiques très profondes. Et donc ça, finalement, cette espèce de choix biaisé, j'introduis une sorte de solution un peu soi-disant miracle, c'est d'attendre finalement l'effet d'entraînement venu de l'extérieur avec des solutions un petit peu, qu'on retrouve un peu de partout. Je pense que c'est aussi ça qui est problématique aussi, qui devait aussi lui poser problème. Voilà. Jacques. Moi, je voulais poser quelques questions. Par exemple, suggérer aux plus jeunes d'entre nous de réfléchir
à certaines questions. La première, enfin la seule qui mérite vraiment d'être posée, c'est la suivante. Moi, j'appartiens à une génération à laquelle les professeurs de la Sorbonne, mais ça doit être kiff-kiff à Aix, je suppose, enseignaient que une des grandes questions de l'époque, c'était d'analyser les phénomènes de hiérarchie urbaine dans un cadre régional, métropole, ville secondaire, ville dépendant des villes tertiaires, etc. Toute une espèce de hiérarchie. J'ai l'impression que Roncaillot s'est totalement désintéressé de ce thème, ou presque. Ah, il le contestait même. Oui, ou même qu'il le contestait. En tout cas, moi, comme ça me faisait suer, il m'a toujours encouragé à ne pas m'intéresser à ce genre de questions. Or, j'appartiens à une génération pendant laquelle il fallait impérativement étudier ce genre de questions si on voulait devenir docteur, prof, etc. Bon, ça, c'est la première question. Alors, est-ce qu'on pourrait maintenant demander à des gens qui font l'histoire sociologique de la géographie de travailler là-dessus, de voir comment a fonctionné ce modèle, pourquoi il s'est imposé, pourquoi et comment il a disparu. Bon, c'est une question que je lègue moins à vous qu'à vos successeurs, qu'à vos étudiants. Bon, ça, c'est la première question. La deuxième question... Oh, bon, j'ai oublié. Pardonnez-moi. On va donner le micro à Sophie. Cette question, c'est un programme énorme là que tu nous mets devant. Oui, et c'est vrai que tout ça, ça passe aussi par la question de la métropolisation. Alors, pas au sens où Marseille serait devenue une métropole parce qu'elle l'a toujours été, mais au sens où il y a cette métropolisation de l'espace qui est un nouveau concept de la géographie qui balaye, qui rejoue complètement les rapports territoriaux un peu hiérarchisés. C'est aussi une approche assez fixiste du territoire, qui est héritée d'une géographie qui classait évidemment qui hiérarchisait les villes. Et je pense que c'est aussi ça qui dérangeait Marcel Roncaillolo, à la fois parce que les territoires ont beaucoup bougé dans cette deuxième moitié du XXe siècle, et aussi parce que ça présupposait que les villes avaient une sorte d'identité figée, de rapport les unes par... Le rapport entre Marseille et Aix a quand même été quelque chose d'extrêmement intéressant, puisque Marseille et Martigues et l'étang de Berre. Donc cette difficulté qu'il y a finalement à distribuer selon un schéma simple, c'est cette grande nébuleuse urbaine du département des Bouches-du-Rhône et au-delà. Je pense que c'est ça qui nous est un petit peu... que ce serait ce qui développerait un petit peu ton programme. Mais tu voulais ajouter autre chose, Jacques. Oui, c'était presque la même chose. Mais moi, j'ai toujours été frappé du fait que Marcel Roncaillot, enfin à moi en tout cas, parce que je n'ai pas lu tout ce qu'il a écrit, je l'avoue, semblait ne pas s'intéresser, ou guère s'intéresser, au rapport entre Marseille et tout ce qui est à l'est de Marseille. Marseille-Cassis, Marseille-Toulon, tout ça, c'était secondaire. Bon, alors, je crois qu'il y a des raisons techniques, objectives. Ce sont des villes qui sont développées, qui ne font pas partie d'une banlieue marseillaise, comme il y a des banlieues à plusieurs degrés autour de Lyon, même autour de villes comme Clermont, etc. Il me semble que ça vaut la peine peut-être aussi que des jeunes reprennent la lecture de Roncaillot pour voir s'il dit quelque chose de cela, du fait que Marseille est très tournée vers l'ouest et ni vers l'est, ni vers le nord. Ce qui est d'autant plus intéressant que son premier travail personnel portait sur la vallée de l'Uvonne, qui est quand même qui mène vers le nord. Bon. Sophie. Je voudrais juste revenir sur la fin. Marseille est une ville d'où l'on voit le monde.
de Marseille, on regarde le monde et d'une expérience qu'on a fait en marchant. D'ailleurs, je crois que c'était avec toi, Marie-Flo et Maurice, sur le Vieux-Port, où la première fois après que le Vieux-Port était réhabilité, donc c'est postérieur à, il me semble, au film, et où il y avait donc l'ombrière de Foster, architecte anglais, comme chacun sait. Bon, alors je dis, ben, c'est bien, on va pouvoir se mettre à l'ombre. Tirer une tronche, pas possible. On ne sait plus comment le prendre. Il voit tous les gens qui prennent des selfies en regardant sous le toit de l'ombrière, qui est un miroir. Là, ça devient franchement catastrophique. Je ne savais plus où me mettre. Il me dit, mais qu'est-ce qu'ils font là? Mais c'est complètement aberrant, ce truc. Au lieu de regarder le monde, au lieu de regarder la rade, il se regarde. Non, mais et je suis restée, mais alors que moi, je trouvais ça bien. Bon, j'ai ni bien ni mal, l'objet était relativement neutre dans le paysage. Et le paysage de la rade, pour lui, il voyait même depuis qu'elle n'y était plus, c'est-à-dire depuis la fin de la guerre, il avait toujours le pont transborder comme s'il était là. Hein. Donc il ne pouvait pas ne pas parler, quand il était sur le Vieux-Port, du pont transborder qui est là, qui fait cadre. Et voilà que là, il avait un nouveau cadre sur sa tête. Et c'était vraiment... Voilà. Ceci étant, c'était... Et ça reste toujours... C'est secondaire. Le Vieux-Port est là. Maintenant, il y a un marché. Moi, j'aurais aimé avoir, dans tout ce travail du changement de la ville en changement, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est comment, avec l'héritage qu'on a, on arrive à changer. Bon, là, on marche à pied sur une partie de la Canebière. Un petit peu... et en même temps, on a des grands vides, 30 mètres de large, une voie de 30 mètres de large pour marcher. Quand il y a des trottoirs où on ne peut pas marcher, c'est peut-être un peu excessif, mais bon, c'est peut-être, je fais de la provocation. Mais j'aurais aimé, franchement, j'ai qu'un regret, Nicolas, qu'il ne soit pas là aujourd'hui pour vous accompagner. Parce que pour accompagner l'équipe municipale dans son nouveau regard de pratique et de ville médiatrice qui accepte le monde. Bon, là, on est passé ce matin aussi, quand j'ai lu un petit morceau d'Albert Londres, et sur cette capacité de cette ville à être médiatrice du monde et de tous ceux qui le... Bon, on a croisé un monsieur qui faisait la manche en donnant, il y avait écrit sur son panneau « Je donne des cours d'anglais et de russe, tout niveau ». Bon, on est sur la Canebière ce matin hein, avec les étudiants. Donc c'est vraiment une ville singulière qu'il faut prendre avec... voilà, les recettes, je suis d'accord, les recettes sur les étagères, ça va 5 minutes, ça fait de belles photos, mais c'est pas ça qui construit le temps long. Et ça, je crois qu'il nous permet d'éviter de nous rester éblouis par les recettes. Il nous a donné une capacité à penser sur les temps longs. Oui, je ne sais pas si c'est le temps long, mais je trouve que nous aboutissons à un point pour voir les rapports qu'il y a entre les évolutions des réalités et les évolutions des outils d'analyse. Qu'est-ce que c'était qu'une ville? Une ville, c'était traditionnellement, elle organisait son territoire alentour. Plus elle était grande, plus le territoire était grand. Bon. Et ça donnait lieu, et c'est à quoi faisait allusion Jacques Brun, ça donnait lieu à une théorie des réseaux urbains hiérarchisés. Plus la ville, bon, et une métropole, elle avait un grand territoire, et puis il y avait des petites villes autour, et puis il y avait des villes moyennes, etc. Et qu'est-ce que montre, et là c'est assez intéressant, je trouve, qu'est-ce que montre Roncagliolo? C'est comment on passe finalement d'une espèce d'attractivité interne, de centralité interne. Voilà, il y a la ville-centre, et puis il y a un territoire autour. À une centralité externe, c'est-à-dire que la ville, elle voit bien au-delà de son territoire environnant, et elle voit les horizons du vaste monde. Et pour terminer, et pour vous montrer, il y a un contemporain, moi je suis fasciné par les histoires parallèles des hommes, en l'occurrence des géographes. Il y a un géographe de la même génération que Marcel Roncagliolo, dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler, Raymond Dugrand, qui est encore une fois l'âme urbaine de Georges Frêche à Montpellier. Raymond Dugrand fait en même temps que Roncagliolo, c'est là que c'est fascinant les histoires universitaires, en même temps que Marcel Roncagliolo est en train de travailler sur les grammaires d'une ville, etc. Il fait une thèse classique
sur les réseaux urbains, montrant que finalement, bon, Montpellier organise le vignoble, il y a Nîmes, il y a Pézenas, etc., mais il organise. Et une décennie plus tard, bon, il a son doctorat d'État là-dessus, une décennie plus tard, il devient, encore une fois, l'adjoint au maire à l'urbanisme de Georges Frêche, qui va lancer Montpellier-la-Surdouée, qui est l'inverse de ça. C'est-à-dire que Montpellier n'a plus rien à voir avec le Languedoc, Montpellier a à voir avec aussi bien Barcelone, Milan, Londres ou Paris. Et donc, c'est fascinant de voir ce renversement. Et là, Roncaillolo en avait vraiment il en est une illustration, il en est presque une prescience de ce renversement de la centralité urbaine. Et c'est ça une métropole, finalement. Vous voyez qu'il joue, il le dit dans le film, il joue sur les deux termes. Métropole, la ville-mère, donc qui gouverne des villes moyennes et des petites villes et un territoire environnement, et puis la métropole de rayonnement qui se projette sur l'ensemble du monde méditerranéen. Tu vas avoir le mot de la fin de ce côté-là, et ensuite on aura encore quelques minutes pour écouter d'éventuelles questions ou remarques ou réactions. Moi, il y avait un dernier point justement qui me faisait un petit peu réagir, c'est que quelque part, la géographie de Marcel Roncaillolo, à la fois, elle est tout à fait différente de celle qu'on pratique aujourd'hui, et je peux aussi en témoigner en tant que jeune géographe, et en même temps tout à fait la même, et je dirais même un peu avant-gardiste aussi à rebours. Je m'explique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, en sciences géographiques, on étudie beaucoup, on est beaucoup sur l'analyse spatiale, notamment sur l'utilisation des nouvelles technologies. Vous en avez parlé, de cartographie, du SIG, des choses comme ça. Moi, dans le cadre de mon travail au sein de la région, on travaille beaucoup sur tout ce qui est jumeaux numériques, la Smart City, donc des choses comme ça, alors, qui même, de mon point de vue, je dirais, jeune, me semble aussi parfois aussi très fumeux. Et pourtant, on se rend compte aussi de toute la capacité que nous apportent les nouvelles technologies pour comprendre la ville, l'analyser. Et donc ça, c'est peut-être sur le caractère un peu avant-gardiste et ce qu'apporte aujourd'hui un petit peu la science géographique, les nouveautés qu'on a dans la science géographique. Et en même temps, il y a un message que lui porte qui me semble absolument essentiel, qui est celui, et éminemment moderne, qui est celui de la pluridisciplinarité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre un phénomène aussi complexe que la ville en gardant des lunettes monodisciplinaire quelque part, en faisant les géographes qui parlent aux géographes ou les historiens qui parlent aux historiens. Ça rejoint aussi un peu la conception brodélienne, un petit peu qui parlait aussi de penser historiquement la géographie et de penser géographiquement l'histoire. C'est exactement la même chose. Et pourquoi pas d'ailleurs d'introduire des éléments de sciences de l'urbanisme, de l'analyse spatiale, du droit. Donc il y a des différentes manières en fait de concevoir la ville et il faut mixer finalement les approches. Et ça, dernier point, moi c'est des choses qui m'occupent aussi tout particulièrement. Alors je l'ai vécu dans le champ disciplinaire, dans le champ de la recherche, qui reste un champ quand même encore très très disciplinaire et quand même très peu propice finalement à la pluridisciplinarité, en dépit du fait que aujourd'hui on ait des dispositifs d'excellence qui nous disent voilà, il faut faire de la pluridisciplinarité, mais en réalité les chercheurs ont encore aussi beaucoup de mal aujourd'hui à le faire, et aujourd'hui encore plus dans de l'action publique. Je le retrouve aussi parfois dans l'action publique, en travaillant dans une collectivité où on a systématiquement ces problématiques de silos, de direction générale adjointe ou autres, en fait, qui ont leur champ thématique, leur champ disciplinaire, leur champ de métier, et que justement, pour bien travailler ensemble, on doit mettre en œuvre de la transversalité. Et ça, ce que montre Marcel Roncaillolo, de mixer les approches, de les enrichir, c'est précisément ça, justement, qui reste encore aujourd'hui, en 2024, l'enjeu pour bien comprendre les villes et mieux les planifier. Voilà, et penser vraiment la vraie ville durable, quelque part. J'espère quelques questions. On a encore quelques minutes. Alors, je ne sais pas si ce micro marche. Il marchait très bien à un moment donné. C'est pur, non. Oui, bonjour et merci pour toutes vos interventions. Moi, je voulais repartir de ce que disait Sophie par rapport à la marche. J'ai côtoyé un certain nombre de temps Marcel Roncaillolo pour mon propre profit, on va dire. Et d'une part, il me racontait, et on le voit émerger dans le film, l'importance qu'avait l'entre-deux-guerres pour lui, notamment sa vocation de géographe, pour le dire simplement. C'est un oncle à lui qui avait vu la deuxième exposition coloniale de Marseille et qui avait fait un cahier
dans lequel il devait prendre les images qui devaient être données dans les diverses choses. Ce n'était pas une réflexion profonde. Et ce cahier lui a été donné par son oncle. Et il lui restait une image formidable qui était Marseille, c'est exposition coloniale, hein, Marseille, centre du monde, en fait, carrément le centre du monde. Et de cette partie de travail a été une de ses vocations, mais il était très très jeune, puisqu'il n'a pas vu cette exposition du tout, il était trop jeune. Et il fait partie de cette grande famille, les Roncagliolo, dont on doit le Louvre-Épée, les grands hôtels particuliers du 7e arrondissement. Et lui faisait partie il était d'une partie de la famille qui était beaucoup moins riche. Et la marche était pour lui non seulement un loisir, était la manière de sortir de sa maison, d'aller dans un autre quartier. Et il a gardé ce plaisir et même cette découverte à peu près toute sa vie. Je l'ai rencontré à peu près à la fin de sa vie. Il était dans l'appartement familial du côté des 5 avenues, là, et il était très mécontent de Marseille. Et il se référait à cette période de l'entre-deux-guerres qu'il n'a quasiment pas connue, hein, en fait, en réalité. Où il dit, là, Marseille a fait, à cette époque-là, un grand élément culturel. Je pense qu'il pensait à l'exposition coloniale. Et de cette manière, il disait que dans les années 30, Marseille se montrait au monde. Et il disait que c'était vers 2013, je pense. Et là, Marseille n'a plus rien à montrer à part son cul, me disait-il. C'est-à-dire qu'il était très pessimiste sur Marseille, et je ne l'avais jamais entendu aussi pessimiste que ça. Merci. Bon, je ne pense pas qu'il y ait de réponses à apporter. Hein. Ce n'est pas une question. Il y avait aussi une intervention. Un tout petit mot. Merci pour tous ces propos vraiment très intéressants. Et merci pour le film qui vraiment j'ai trouvé ça. J'ai adoré ce film. Et j'ai en particulier beaucoup aimé 2 mots que dit Marcel Roncagliolo là, qui m'ont l'air vraiment. C'est lorsqu'il dit que l'université utopique dont il rêve, c'est pas l'université du verbe. Voilà, il dit notre université traditionnelle, c'est du verbe. Il met ces 2 mots ensemble, le verbe et le faire. J'ai trouvé ça vraiment tellement juste de mettre ces 2 mots ensemble, qui sont un peu d'ailleurs, au fond presque la traduction du poiène grec d'ailleurs, qu'il ait cette clairvoyance que si on veut être non pas universel mais élargi, ouvert, élargi, rayonnant et parlant, eh bien il faut sortir de la segmentation du verbe, du faire et de 36 autres, mais qu'il ait résumé ça au verbe et au faire, j'ai trouvé ça cristallin. Cristallin. Oui. Merci. En parlant de faire, donc moi j'ai une lecture de Marseille peut-être un peu différente de la vôtre, parce que moi ça fait une dizaine d'années que je suis dans les milieux militants, féministes, anarchistes, donc plutôt d'extrême gauche. Et Marseille, ces dernières années, est devenu un peu le pôle attractif de ces jeunes personnes de la trentaine, la vingtaine, la trentaine d'années. Et toutes ces personnes ont très envie de rejoindre, ou ont déjà rejoint Marseille ces dernières années. Donc plutôt des jeunes personnes, et notamment dans les milieux des squats, des centres sociaux autogérés, tout ça. Donc il y a tout ça qui se passe en ce moment à Marseille qui n'est pas forcément visible ou médiatisé, mais c'est vraiment, j'ai beaucoup d'amis qui s'y installent en ce moment et qui ne font pas partie de la jeunesse, ou en tout cas des jeunes entrepreneurs ou des personnes qui ont un capital, qui ne vont pas acheter, qui vont pas ou louer ou très, très peu cher, donc qui sont en grande précarité et qui vont faire dans Marseille donc des actions de solidarité avec les personnes migrantes, etc. Et qui en fait se crament aussi et flambent leur énergie très vite. Donc moi je connais un grand groupe de jeunes personnes qui ont été là 2-3 ans et qui ont vraiment tout donné en termes de solidarité et qui ne reçoivent rien aussi de la ville, hein. C'est assez dur. Peut-être qu'ils ne demandent pas non plus. Bref, tout ça pour dire qu'au bout de 2-3 ans, ils n'en peuvent plus et ils repartent dans les campagnes environnantes. Donc il y a Fort-Calquier, la Drôme, l'Ardèche qui récupèrent un peu ces personnes qui se sont épuisées un peu à Marseille. Mais enfin, en tout cas, il y a tout ça qui se passe comme mouvement aussi, que moi j'observe et qui n'est pas médiatisé, qui n'est pas vu. Et voilà, je me disais que j'allais vous la transmettre
ici. Je ne sais pas si vous étiez au courant qu'il y avait tout ce mouvement-là de jeunes anarchistes qui venaient à Marseille. Il y a la critique à la métropole et à la métropolisation. Et qui est celle-là, c'est-à-dire les métropoles tellement attractives que plus personne ne peut y résider. Hein. Et en fait, on sait bien ce qui se passe dans les grandes villes françaises, et que à travers ce surinvestissement, cette rénovation et cette requalification des centres-villes, il se passe aussi un phénomène massif de redistribution et d'expulsion. Et voilà. Important de de voir les choses aussi dans cette optique. Bonjour. Le jeune homme qui vient de parler, Gabriel, ne s'est pas présenté. C'est le petit-fils de Marcel Roncaiolo. Donc je trouve ça assez extraordinaire aussi de penser que Marcel a une pensée qui vit aussi dans d'autres générations et dans sa famille. Et voilà, je me demande ce qu'il serait en train de se dire à propos de ça. Et justement, je voulais faire le lien avec ce que vous disiez sur les rues privées. Il se trouve que moi, je suis réalisatrice de films documentaires et baladrice. Et j'ai fait pas mal de balades, dont une sur Giono pour le MUSEM. Et on a traversé tout le quartier de Perrier en rencontrant des gens qui m'ont confié leur récit de vie, des quartiers dont on pouvait traverser dans toutes parts et qui maintenant sont complètement fermés par des digicodes, etc. Et il y a une lecture de la ville qui se fait totalement différemment parce qu'on ne peut plus la traverser. Et il se trouve que le quartier d'Arin, qui est en construction, les architectes ont prévu des rues intérieures où on passe d'un immeuble à un autre. Il y a des rues qui sont publiques, qui sont à travers les immeubles et les cours. Et comme le quartier est totalement en construction, ça a été tout de suite fermé par des digicodes, alors que ça a été construit pour être une ville ouverte avec des nouveaux quartiers, pour qu'il y ait des choses qui se passent entre habitants. Donc je pense que ça ne suffit pas de vouloir une ville ouverte, mais il faut effectivement que le politique s'en mêle, le politique et le social. Et notamment, on posait la question tout à l'heure pour savoir pourquoi il y avait tellement de voies privées. Je ne suis pas du monde de l'urbanisme et de la géographie, mais c'est aussi beaucoup de choses en sous-main qui font que les gens des quartiers riches ont petit à petit fermé leur quartier et monté des ghettos de riches. C'est-à-dire que le quartier qui s'appelle la Réserve, c'est une réserve qui s'appelle comme ça, c'est aussi un quartier de gens qui ont beaucoup d'argent. La région avait publié des surveys, des sondages, je ne sais pas comment on dit, et je ne sais pas ce qu'ils dénommaient les quartiers, c'est quelque chose qui a été publié, je crois, il y a une dizaine d'années. Je ne sais pas ce qu'ils appellent quartier. En tout cas, dans les 100 quartiers les plus pauvres de France, 20 étaient à Marseille. Dans les 100 quartiers les plus riches de France, 20 étaient à Marseille. On oublie de penser, de dire tout le temps que Marseille est une ville très riche, que sa bourgeoisie, effectivement, a déserté la ville. Et que, voilà, ça c'est... Bon, voilà déjà un premier point. Un deuxième point, je suis très heureuse et touchée d'avoir vu le film avec René et Marcel. Il se trouve que j'ai eu le bonheur de rencontrer Marcel Roncaiolo grâce à Sophie Bertrand de Balanda, où j'ai fait tout un travail documentaire autour de Vauban. Et il y a dans les rushs que Sophie m'avait demandé de montrer dans une autre rencontre au musée d'histoire, une rencontre complètement incroyable, moi, qui m'est à l'époque complètement passée au-dessus. Et Sophie n'arrêtait pas de me dire, mais je pense que tu ne sais pas ce que tu as enregistré avec Marcel. Marcel est avec moi au Fort Saint-Nicolas. Il regarde la ville. Il a 82 ans. Et il me dit, mais c'est la première fois que je viens ici. Je voyais la ville comme une vedoutée, c'est-à-dire de trop haut ou de trop bas. Je ne l'avais jamais vue à niveau. Tout d'un coup, je me rends compte que je me suis trompée sur la lecture de la ville. C'est beaucoup plus beau que ce que j'imaginais. Il faut que je retourne travailler pour changer ce que j'ai écrit. Et il commence à parler de la ville avec le temps long et le temps court en parlant de lui-même. C'est-à-dire qu'on voit le Fort Saint-Jean, et puis on voit les immeubles que lui appelle les boîtes à savon, qui sont les immeubles La Bourdette. Ça, c'est pour notre ami qui nous a fait montrer ce matin. Et il y a quelque chose de complètement émouvant. Et je me dis, c'est complètement incroyable, ces rencontres autour de Marcel, de se dire que 10 ans, 15 ans, 20 ans après, il y a encore des choses qui sortent, que vous êtes en train de mettre en lumière. Et je me dis, il y a une espèce de permanence de sa parole qui est très étonnante, qui nous dépasse aussi, et que je retrouve peut-être aussi dans la voix de Gabriel ou dans les voix de gens que vous appelez à s'emparer de l'œuvre de Marcel. Voilà. Merci, excusez-moi, j'étais un peu long.
Non, merci, parce que je pense qu'on va pouvoir clôturer notre séance, sauf s'il y a encore une intervention. Merci pour ces paroles très fortes qui nous aident à avoir envie de continuer la lecture et la marche. Hein. Merci à toutes et à tous. Merci aux intervenants. Puisque nous terminons ainsi cette journée, à mon sens, tout à fait passionnante. Merci. Alors les ouvrages, l'ouvrage, et il y a également le géographe dans sa ville, qui comporte des balades urbaines illustrées et commentées, publiées aux éditions Parenthèses, et c'est en haut de l'amphithéâtre.